Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'espère vous intéresser en vous faisant part de mes réflexions, de mes recherches parallèles sur l'expérience de Michelson Morley. C'est une expérience dont j'ai entendu parler pour la première fois pendant mes études de philo. Et je voulais me repencher de nouveau sur la question parce que j'avais pas comprise à l'époque de la manière dont on me l'avait expliqué, ou alors peut-être c'est mon cerveau ou mon entendement qui était un peu jeune, je ne sais pas, mais j'ai dû me pencher de nouveau sur cette expérience, vraiment pour la comprendre, et à ma décharge, la manière dont elle est décrite de nos jours, typiquement comme la définition qu'on va en trouver dans Wikipédia, c'est vraiment une définition qui va nous perdre en fait. Qui va nous empêcher de comprendre de quoi il s'agit. Déjà, on l'a définit comme une expérience d'optique. Vous verrez que ce n'est pas une expérience d'optique, c'est une expérience qui utilise l'optique. Mais la même expérience, d'après Gustave Plaisant, dont je vous présenterai l'opuscule là dans cette vidéo, cette expérience peut tout à fait être reproduite par l'électricité, avec un signal électrique. L'expérience de Michelson Morley qui utilise un signal lumineux peut être reproduite avec un signal électrique, donc ce n'est pas une expérience d'optique comme ce que nous en dit Wikipédia. Déjà, je commence à me perdre alors je suis que dans l'introduction. Donc pour ceux qui sont saoulés par mes digressions, vous pouvez tout de suite aller à la conclusion. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le timing dans la description. Et pour ceux qui aiment bien se perdre, je vous emmène avec moi en passant par l'expérience de Michelson Morley. On verra d'autres choses sur notre chemin. Je vous dis, c'est parti. Alors vous savez sans doute ce qu'est le géocentrisme. C'est l'idée que la Terre se trouve au centre de l'univers et que les astres lui tournent autour. L'héliocentrisme postulait que c'était le Soleil qui était ce centre. Aujourd'hui, on va parler de géostatisme, c'est-à-dire le fait que la Terre ne bouge pas. Alors comment peut-on affirmer cela? Comment peut-on affirmer que la Terre ne tourne pas? J'ai pris les choses à l'envers, j'ai d'abord cherché à comprendre quelles étaient les preuves que la Terre tourne. On a vu dans une autre vidéo que l'expérience du pendule de Foucault échouait à donner une preuve de cette rotation. Nous faisions l'hypothèse que le pendule de Foucault détectait des phénomènes magnétiques et non pas la rotation de la Terre. Et on voit d'ailleurs en faisant un petit tour sur Internet que la plupart des gens qui se sont essayés à l'expérience du pendule de Foucault, qui pensaient que ce serait très simple à mettre en place, se sont rendus compte à l'usure que ça ne fonctionnait pas. Donc c'est vraiment pas une expérience facile à mettre en place d'un point de vue pratique, ça donne pas les résultats attendus, et d'autre part, on a vu que même quand ça fonctionne comme attendu, on peut tirer d'autres conclusions de cette expérience. Et donc, ce pendule de Foucault est censé nous montrer cette rotation de la Terre sur elle-même. À ne pas confondre avec la vitesse ou le mouvement de translation que connaît la Terre. Donc elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil dans le modèle standard. Alors tandis que l'expérience de Foucault s'intéresse à la rotation de la Terre en faisant abstraction de cette translation. Donc déjà là c'est compliqué en fait quand on fait une mesure depuis la Terre, de différencier, en tout cas de mesurer le mouvement de translation par rapport au mouvement de rotation. Alors comment on va faire pour dissocier les deux mouvements, pouvoir en mesurer un seul? Je ne sais pas trop, je vais essayer de comprendre. Pour clarifier les choses aussi, sachez que ce mouvement de translation est appelé orbite terrestre. Donc d'un côté on a rotation terrestre et de l'autre côté on a orbite terrestre.
Voilà, donc officiellement, le pendule de Foucault détecte la rotation terrestre et non pas son orbite. Lors de l'exposition où ça a été exposé au grand public, où cette expérience a été exposée au grand public, sur les invitations, on voyait écrit « Venez voir tourner la Terre ». On promettait aux gens de venir voir tourner la Terre en observant l'oscillation de ce pendule qui, par ailleurs, est utilisé dans l'occultisme et a des significations ésotériques, évidemment, dont je ne connais pas la moitié. Bon, on voit bien que la théorie n'est pas, la théorie de la rotation de la Terre n'est pas tout à fait vérifiée avec le pendule de Foucault. Vraiment, on a des explications alternatives qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux, avec la radiesthésie. Donc, le fait de dire que c'est le sol qui tourne, c'est pas la chose la plus évidente. Si on veut prouver que la Terre tourne, il va nous falloir une expérience un peu plus précise, un dispositif expérimental un peu plus fin, qui permettra de réduire les interprétations, puisque l'idée du bon dispositif, du bon protocole scientifique, c'est toujours de réduire les interprétations, de gérer le plus de paramètres possible. Bref, je vous présente l'expérience de Michelson-Morley, qui, elle, tente à prouver le mouvement de translation de la Terre. Alors, le dispositif est simple, facile à comprendre. On a une source de lumière. On l'envoie à travers un miroir semi-réflecteur, je crois que ça se traduit en français. C'est-à-dire, il y a une partie de la lumière qui va passer en ligne droite et une partie de la lumière qui va être réfléchie selon l'angle du miroir. On voit que la source s'est lancée en même temps. Et si on dispose deux autres miroirs exactement à la même distance, en faisant ceci ou ceci, voilà, c'est facile de disposer les obstacles afin que la distance soit parfaitement égale. Donc à quoi ça va servir ce dispositif ? Ça va servir à pouvoir dire ici au niveau du détecteur quelle onde va être détectée en premier, va arriver en premier. Est-ce que c'est l'onde qui va être... est-ce que c'est la partie de la lumière qui va être réfléchie par le miroir ou est-ce que c'est la partie qui va être réfléchie par ce miroir? Alors à quoi ça sert de détecter le décalage, d'arriver entre les deux ou savoir si elles arrivent en même temps? C'est simple parce que le dispositif est orienté de telle sorte à être dans le prolongement de la translation terrestre. Si la Terre va comme ça, dans sa translation, va vers le haut, alors ce signal-ci arrivera plus vite au détecteur que le signal qui sera perpendiculaire à la translation à l'orbite terrestre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire que la lumière aura moins de chemin à faire si elle est dans le sens de l'orbite. Fallait y penser, c'est pas mal, c'est assez logique. Donc c'est en mesurant l'interférence des deux signaux qu'on pourra tirer des conclusions sur cette orbite terrestre, sur cette translation de la Terre par rapport au Soleil. Alors l'interférométrie, c'est ce qui va utiliser donc ce genre de dispositif. Il y a plein d'applications, notamment pour l'observation des étoiles. Figurez-vous que ce ne sont plus des lunettes optiques, mais des capteurs d'ondes radio maintenant, les télescopes. Ce radiotélescope, ça s'appelle. Alors revenons à notre expérience de Michelson-Morley. À base de ce dispositif, de cet interféromètre pour mesurer le mouvement de la Terre sur son orbite. Alors patatras, le résultat de l'expérience, c'est que les deux signaux arrivent en même temps, comme si la Terre ne bougeait pas. Ça, c'est le résultat de l'expérience, une expérience qui va être menée pendant 6 ans, qui va être améliorée. On va améliorer les conditions vraiment pour être sûr
que on n'interfère pas justement avec les résultats parce qu'on s'attend à trouver que la Terre tourne. Michelson, Morley et alors tous leurs copains de la communauté scientifique de cette époque-là attendaient beaucoup de cette expérience pour pouvoir prouver les différents mouvements de la Terre. Et justement, tout se passe comme si la Terre était fixe, pas de rotation, pas d'orbite. Alors, devinez quelle a été la conclusion de cette expérience. Plutôt que de choisir la solution la plus simple et la plus communément, intuitivement perçue, je dirais, selon laquelle la Terre ne bouge pas, on est allé chercher d'autres théories pour expliquer pourquoi on ne détecte pas le mouvement de la Terre qui, de toute façon, doit bouger. C'est la théorie, c'est le dogme qui l'a décidé ainsi. On va parler d'expérience négative. Ça va être un mot inventé pour la circonstance, quasiment. C'est quoi une expérience négative? C'est une expérience qui n'apporte pas le résultat escompté. C'est une expérience qui va contre le dogme. Et donc, le dogme va prévaloir sur cette expérience et on va diminuer le résultat de l'expérience en l'expliquant par d'autres dogmes, par d'autres présupposés, par d'autres théories, afin que le dogme « la Terre tourne » ne soit pas abandonné en fait. À propos de cette notion d'expérience négative, Gustave Plaisant réagit en 1934 dans ce petit opuscule intitulé « La Terre ne bouge pas ». Depuis 12 ans qu'on a vulgarisé la relativité, nous sommes en 1934, on a souvent parlé dans des publications scientifiques de l'expérience négative de Michelson. L'expression me fit bondir la première fois que je la lus. Comment une expérience, seule base physique de vérité scientifique, pourrait-elle être négative? Mais peu à peu j'ai compris. C'est une expression si commode pour conserver ses illusions. Vous voulez vérifier une hypothèse qui vous est chère, mais l'expérience prouve juste le contraire. Qu'importe, expérience négative. Et c'est bien commode aussi pour entrer dans le relativisme et défier toute contradiction. Vous voulez croire que votre mouchoir est noir? Rien n'est plus simple. Sortez-le de votre poche, il vous apparaît tout blanc. Mais dites seulement « expérience négative, la vision ne peut prouver que mon mouchoir est noir ». Fin de la lecture. Et c'est justement ce que les tenants de la rotation et de la translation vont faire avec cette expérience de Michelson-Morley. Ne pouvant nier l'observation, il va s'agir d'invalider le dispositif lui-même, la possibilité même de détectabilité par le dispositif. Alors, comment on va se débrouiller avec ça? Il suffit de regarder comment aujourd'hui on relate l'expérience de Michelson-Morley, comment on nous l'apprend. L'expérience de Michelson et Morley est une expérience d'optique qui a tenté de démontrer l'existence de l'éther luminifère. C'est un peu orienté comme définition d'expérience. L'idée de relativité, ce qu'il y a dans l'idée de la relativité d'Einstein, c'est que, en théorie, on va dire qu'un mouvement uniforme égale l'immobilité. On va postuler que mouvement égale immobilité. Donc à partir de là, une fois qu'on a postulé ça, si vous voulez, ça va invalider complètement l'expérience de Michelson et Morley, puisqu'on va leur dire « Oui, mais comme on est dans un mouvement uniforme et constant, vous n'allez pas détecter de mouvement. C'est indétectable, puisque vous faites partie du dispositif vous-même, vous faites partie du référentiel. Vous êtes embarqué dans le train et à l'intérieur du train, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes en mouvement, si vous voulez.
Donc ça, c'était aussi l'argument d'Henri Poincaré. L'argument d'Henri Poincaré qui a fait polémique parce qu'il a dit que on dit que la Terre tourne, mais c'est par commodité, parce qu'en fait, on n'en sait rien, en gros, puisque il est impossible de mesurer un mouvement depuis l'objet même qui est en mouvement. Il faudrait un référentiel fixe et extérieur à la Terre que les anciens avaient appelé éther. C'était cette air, l'air qui nous entoure et qui serait immobile, et nous déplacerions dans cet espace. Mais en gros, cet éther, retenez que c'est pas quelque chose qu'on peut observer, c'est pas quelque chose de matériel, c'est juste un concept philosophique qui est un préjugé de la science à une certaine époque. Et aujourd'hui, on ne sait plus très bien quel est son statut. Aujourd'hui, l'équivalent de l'éther, ce serait le fond diffus cosmologique. C'est des ondes radio, en fait, qui sont en permanence détectées sur Terre. Alors, il paraît que c'est le fond diffus cosmologique, ça s'appelle comme ça. Bref, je reviens à l'expérience de Michelson-Morley, pardon de m'éparpiller, mais bon, vous voyez que tout est un peu lié, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Einstein, il a postulé plusieurs choses, parce que Einstein, ce n'est pas un expérimentateur, c'est quelqu'un qui crée des théories, c'est un artiste, si vous voulez. Il va faire des calculs à des mathématiciens, qui vont venir devant lui sur son bureau avec des résultats d'équations, et puis lui, à partir de ça, il va construire un imaginaire, un monde. Il va construire un monde avec un espace-temps, avec il va inventer tout un monde, si vous voulez. Et dans son monde, un mouvement uniforme, c'est égal à l'immobilité. C'est-à-dire qu'il est impossible, il postule à la base, qu'il est impossible de faire la différence entre un mouvement constant et uniforme et l'immobilité. Mais c'est pas quelque chose qui est démontré, vous voyez, c'est un postulat. Il décide de cela au départ pour construire son monde. Il décide aussi que la lumière, ce n'est pas une onde, c'est à moitié des ondes et à moitié des corpuscules. Et que sa vitesse, elle ne va jamais changer, quels que soient les milieux, etc., qu'elle traverse. Il va postuler donc cette vitesse de la lumière comme constante, qui ne change jamais. Là aussi, de nouveau, c'est un postulat, ce n'est pas le résultat d'expérience. Alors, on décide de faire une expérience. Pour détecter les mouvements de la Terre, on ne détecte rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide de dire que les mouvements de la Terre sont indétectables. Ils existent, mais ils sont indétectables. Et c'est aussi quelque chose qui va exister pour la gravité, qui est aussi indétectable, et pour l'effet Coriolis, qui lui aussi est indétectable. On va pas dire indétectable, on va dire négligeable en général, c'est-à-dire que dans nos opérations, on fera comme s'il n'existait pas. Et j'en viens à la double pensée d'Orwell. La double pensée, c'est un terme inventé par George Orwell dans son roman 1984, indiquant une capacité à accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi mettre en veilleuse tout esprit critique. C'est aussi une rupture avec le principe de non-contradiction sur lequel repose toute la science démontrable. Voici comment Orwell présente la double pensée. Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d'air ses poumons. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés. Retenir simultanément deux opinions qui s'annulent, alors qu'on les sait contradictoires, et croire à toutes les deux. Employer la logique contre la logique. Répudier la morale, alors qu'on se réclame d'elle.
croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie. Oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin, pour l'oublier plus rapidement encore. Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même, là a été l'ultime subtilité, persuader consciemment l'inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l'acte d'hypnose que l'on vient de perpétrer. La compréhension même du mot double pensée impliquait l'emploi de la double pensée. Comme Orwell l'explique dans son livre, le parti était incapable de conserver une mainmise absolue sur le pouvoir sans dégrader la population et la soumettre à une propagande permanente. Or, le fait que ces brutalités et ces manipulations fussent connues, même au sein du parti, aurait pu conduire à l'effondrement de l'État sur lui-même. C'est pour cette raison que le gouvernement imaginé par Orwell utilisait un système complexe de contrôle de la réalité. Quoique 1984 soit plutôt connu pour ses descriptions de surveillance approfondie du quotidien, le contrôle de la réalité signifiait que la population devait être également contrôlée et manipulée au travers du langage de tous les jours et de la pensée commune. Le novlangue fut ainsi désigné comme méthode pour contrôler la pensée par l'entremise du langage, la double pensée étant une méthode pour contrôler directement l'esprit. Le novlangue lui-même incarne la double pensée car il contient de nombreux mots qui créent des associations supposées entre des significations différentes. Moi là tout de suite je pense à discrimination positive par exemple. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de mots d'importance fondamentale comme bien, mal, correct, faux, vérité, mensonge ou justice, injustice. La double pensée est une forme d'aveuglement acquis et volontaire vis-à-vis des contradictions contenues dans un système de pensée. Dans le cas de Winston Smith, le personnage principal du roman d'Orwell, le problème était qu'il était incapable de travailler au ministère de la Vérité, où il était censé effacer les faits dérangeants des archives publiques, pour ensuite adhérer aux nouvelles vérités qu'il avait lui-même écrites. De plus, l'automanipulation en laquelle consiste la double pensée permet au parti de promouvoir d'énormes objectifs à côté d'attentes réalistes. On cite « Si l'on doit gouverner, si l'on doit continuer à gouverner, on doit être en mesure de détruire tout sens de la réalité. Parce que le secret du gouvernement est de combiner la croyance en sa propre infaillibilité avec le pouvoir d'apprendre les erreurs du passé. Dès lors, chaque membre du parti se transforme en pion crédule, sans toutefois jamais manquer d'informations vraisemblables. Le parti est à la fois fanatique et bien informé, l'empêchant ainsi non seulement de se fossiliser, mais également de se ramollir et par conséquent de s'effondrer. La phrase « tuer le messager » (killing the messenger), qui a perturbé le commandant des militaires nazis, ne se présenterait pas dans un tel système. La double pensée fonctionne comme un outil clé pour l'autodiscipline dans le parti, en complément de la discipline imposée par l'État, par l'intermédiaire de la propagande et de l'État policier. Ces outils rassemblés permettent de cacher les intentions malignes du gouvernement au peuple, ainsi qu'au gouvernement lui-même, mais sans provoquer la confusion et la désinformation qui caractérisent les régimes totalitaires plus primitifs. La double pensée était essentielle pour donner au parti la possibilité de connaître ses véritables objectifs sans y déroger. Les dictatures précédentes ont commis l'erreur de combiner leur propagande égalitariste avec leur but. 1984 tente à montrer que les dictatures de la prochaine génération ne se comporteront plus aussi naïvement. À la fin du XIXe siècle, 250 ans après l'affaire Galilée,
on attend encore des preuves matérielles de la rotation et de la révolution terrestre. Les scientifiques planchent donc sur des protocoles expérimentaux qui seraient capables de mettre en évidence l'un et l'autre ou l'un ou l'autre de ces mouvements. En 1852, un Français, Léon Foucault, prétend démontrer cette rotation par l'utilisation d'un pendule dont l'oscillation qui part dans toutes les directions prouverait que le sol tourne. Malgré une couverture médiatique énorme et le soutien politique de l'empereur lui-même, cette expérience peine à convaincre. Il faut attendre 35 années pour qu'un nouveau protocole soit mis en place afin de déterminer, de mesurer réellement ce mouvement et peut-être mesurer la vitesse de la Terre. On pense alors que la Terre se déplace dans un espace fixe quand elle se déplace autour du Soleil. Cet espace fixe est un espace théorique qui, dans la tradition scientifique depuis l'Antiquité, s'appelle l'éther. Cette expérience, l'expérience de Michelson-Morley, va donc tenter de mesurer la vitesse de la Terre dans l'éther, la vitesse de la Terre autour du Soleil, simplement en mesurant le trajet d'un signal lumineux dans la direction de la translation de la Terre. Entendu que si on envoie un signal lumineux dans le sens de la translation de la Terre autour du Soleil, il ira plus vite que si on envoie un signal lumineux dans le sens inverse de la translation de la Terre. L'interféromètre de Michelson réagit exactement comme s'il se trouvait sur une Terre stationnaire. Pendant 5 ans, aucun mouvement n'est détecté. C'est la consternation. La doctrine de Copernic et Galilée se trouve donc en danger. La conclusion logique de cette expérience, tout se passe comme si la Terre ne bougeait pas, donc cela signifie que la Terre ne bouge pas, cette conclusion est écartée, puisqu'elle tient de l'hérésie à l'aube du XXe siècle. Comme on ne peut modifier le réel, comme on a pu modifier le résultat de cette expérience qui s'est tenue pendant 5 ans et qui pendant 5 ans a montré une parfaite immobilité, il a fallu expliquer pourquoi ou comment aucun mouvement n'est détectable sur une Terre qui suit une rotation sur elle-même et une translation autour du Soleil. C'est Einstein qui s'y est collé, lui aussi fortement médiatisé, fortement poussé en avant par le pouvoir, disons. Son idée est simple. La Terre bouge, elle est en rotation sur elle-même et elle tourne autour du Soleil, mais simplement il nous est impossible de détecter son mouvement par aucune expérience possible. Il est donc vain d'essayer d'expérimenter son mouvement. En cela, il a repris l'explication d'Henri Poincaré au début du XXe siècle, qui expliquait qu'aucune expérience ne peut montrer un mouvement à partir du système qui est lui-même en mouvement. C'est comme de dire, c'est ce qu'on entend souvent, que dans un train qui a un mouvement continu et régulier, aucun mouvement n'est détectable. Si on occulte par exemple les fenêtres, on ne sentira pas qu'on est en mouvement. Donc ça va être cet argument-là qui va être utilisé pour dire arrêtez les expériences, arrêtez les expérimentations, vous ne détecterez jamais aucun mouvement, mais vous devez accepter qu'il existe. Et en cela, il pose le premier jalon de la relativité générale, le premier axiome, un axiome qui postule qu'un mouvement régulier et continu équivaut à l'immobilité. On ne peut pas faire de différence entre un mouvement constant et sans à-coup et l'immobilité. Mais oui, parce que dans le système copernicien, dans le néo-système copernicien, qui est polycentrique, on a des centres partout, on n'a plus aucune fixité, surtout depuis qu'on a abandonné l'éther comme référentiel fixe. Voilà, donc une seule expérience, une seule observation, 2 interprétations différentes. Tout se passe comme si la Terre ne bougeait pas. Première explication, elle ne bouge pas. Deuxième explication, son mouvement est indétectable.
Il en va de même pour la gravité. On nous dit qu'elle est indétectable ou négligeable sur Terre, c'est l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, c'est qu'elle n'existe pas et qu'il faut expliquer la chute des corps autrement que par la gravité. Voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs et que j'aurai été suffisamment claire pour ça. Merci, à bientôt.